Millions. Salut à tous, c'est Aka. Petit message juste avant de commencer pour vous dire qu'on enregistre ces épisodes 4 par 4 et du coup je pourrais pas améliorer la prise de son avant le 5e épisode. J'espère que le mixage suffira à que vous passiez quand même un bon moment et que les sujets seront assez intéressants. N'hésitez pas à faire des retours. Des bisous. Et salut à tous et bienvenue pour cette 4e partie de notre podcast sur le jeu de rôle. Histoire de se détendre après ces histoires de viol et de procès d'intention sur le meurtage de certaines personnes, on va se permettre le deuxième petit jeu. Deuxième petit jeu que j'ai sobrement appelé le bestiaire N. Quelqu'un a-t-il une idée? Bon, sauf Fenris qui a la réponse évidemment. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le bestiaire N comme la lettre ou comme... N, oui. Ah, Avec un N. Moi, je trouvais le nom des créatures. On n'est pas loin de l'idée. Il existe un très très beau bouquin en édition limitée que j'ai acheté il y a de cela fort de temps, qui est le bestiaire du donjon de Nalbuck, évidemment. Et qui a des noms de créatures, des choses absolument incroyables. Pour les fans de Nalbuck, évidemment, vous êtes au courant des castors ninja, ce genre de choses. Mais Hamsterzilla et autres. Voilà. Et donc j'ai fait une petite liste de choses qui viennent du monde de Nalbuck et d'autres qui viennent de mon esprit. Et vous allez devoir retrouver si ça vient du monde de Nalbuck ou de mon esprit. On va commencer tout de suite avec Otari du sang. Ça, c'est pas mon avis, je pense. Hein. Otari du sang. Otari du sang. Comme le sang. Et Otari comme l'animal. Alors pour rappel, on va continuer sur les points de tout à l'heure, donc on est à 2,5, 1, 2, 1, 2,5, 2 et 2,5. Alors, attention, vous jouez votre place ici. Moi je veux dire que ça vient de ton esprit. Moi aussi, ça vient de ton esprit. Ça vient de ton esprit. Non, moi je trouve ça Non, c'est dingue. Nalbuck. Alors attendez. Je note quand même. Non, mais on se raconter les points après. Hein. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Donc on a dit mon esprit, Nalbuck, mon esprit, Nalbuck. Eh bien c'est Nalbuck. Yeah. Ah, À nous les points. yes. Qui fait passer en effet Damek et Loki devant. Suivant, le nain dragon Sronei. Comment tu écris Sronei? S-R-O avec un tréma. Ouais. L-N-A-I-S. N-A-I-S. Le nain dragon. Et pas Le le nain dragon. Et pas le dragon. Et pas le dragon nain. Le nain dragon Sronei. C'est précis, hein. Je vais dire Nalbuck. Oh, c'est ton esprit, ça. Non, ton esprit, même si c'est très Moi, je vais suivre les gens qui ont gagné la première fois. mais c'est ton C'est esprit. stratégique, c'est ton esprit. Nalbuck. Donc de Nalbuck là-bas, trop mon esprit. Eh bien c'est Nalbuck. Bravo. On commence à avoir du coup le niveau qui remonte encore un peu. Le pidro. Putain. Comme une pie et un dro. Bon, l'elfe noir de... L'elfe noir. Ah, je pense que c'est Ton ton esprit. esprit. ton esprit. Ah, carrément. Ouais, vas-y. C'est ton esprit. Hein. Eh bien c'est mon esprit. C'est pas assez franchouillard. Mais, il y en a un qui est très proche. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais vraiment, il y en a un, c'est genre le pigeon dro, quoi. Ah, le pigeon drôle. Un truc comme ça. On va enchaîner avec l'homme fenouil. Ah, ça, c'est Ça, Nalbuck. c'est Clairement Nalbuck. Nalbuck. Ouais, Clairement c'est Nalbuck. ouais. Le grand pot-au-feu. Eh oui, eh oui. Eh bien, en effet, ce n'est pas Nalbuck, puisque le fenouil ne fait pas partie du pot-au-feu, et donc il n'existe les légumes que du pot-au-feu. Oh, Non, Donc il les y a hommes carottes, les hommes patates et les carottes, poireaux. oignons, patates, navets, Non, les hommes pas. poireaux, bien sûr, mais Poireaux, pas de fenouil. Ah non, ça, je fais jamais de Il nous a eu. Je savais pas. Ah oui, On apprend Il y a un homme au des Samoa. choses, il y a bien sûr le Et pourtant, c'est péremptoire. le pécorateur. Pécorateur. Le pécorateur. Non, ton esprit. Nalbuck. Nalbuck. Le Buck aussi. Dans ton esprit. Bien, c'est Nalbuck. Eh, eh.
Non, On c'est commence à faire des petits écarts de points assez sympathiques. Je suis en train de rechercher le Pidro, mais j'essaie de retrouver qu'est-ce qui m'avait inspiré. Ou le moineau gothique. Tout le monde compte dans sa tête, mais pas moi. Vous êtes à peu près bon en points. J'ai 3,5 moi. Moi, c'est bon. Et le dernier, et pas des moindres, le squelette bleu. Squelette bleu. C'est con, hein. C'est tellement Non, basique mais que je ton suis esprit. déçu. Un Ça squelette doit être bleu. toi, Ah ça. pardon, c'était le pic mage. Ah, le Ah, petit le piquage, j'aurais reconnu celle-là. Non, c'est toi, le squelette bleu. Ton esprit. Ton esprit. Ouais, pareil. Giraillère. Tout ça très drôle. Ted. Soit en contradiction avec le groupe. Ouais, Donjon de Nalbuck. Eh bien, c'est Nal. Ah, yes. Plus. Bien joué. Et ben voilà, qui finit pour ce jeu absolument stupide. J'espère que ça reviendra parce C'est que vraiment génial. Hein. on est quand même sur des noms assez goldés. Hein. Voilà. Pour finir ce podcast tranquillement, on va se faire le dernier petit sujet calmement. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire une vidéo YouTube ou qui nous écoutent en podcast, merci de nous écouter. Le dernier sujet, qui s'est sobrement appelé Donjons et Dragons, le Fast and Furious du JDR. Donc, C'est le sujet non polémique. voilà. Je rappelle le jugement. Le sujet politique, évidemment. Donc, histoire de replacer rapidement Donjons et Dragons, le jeu de rôle, peut-être, sans doute, le plus réputé depuis bien des années dans le monde rôlistique. On parle quand même de entre 8 et 11 éditions différentes en fonction de comment on les compte. Mais en effet, on a la toute première version, celle qui se fait appeler Donjons et Dragons 1, Donjons et Dragons 2, 2.5, 3, 3.5, 4, la version 5, donc qui place les 8, et après il y a d'autres extensions qui ont été faites entre-temps, qui sont des ajouts, mais pas toujours bien déclarés, donc on n'est pas bien sûr. Que dire, oui, du coup, le jeu, sans doute, le plus coté actuellement. Cela étant, on se dirait qu'un jeu aussi vieux aurait sûrement dû mourir. Notez que depuis 2015, ils ont réussi à tripler leur vente. Ce qui veut dire quand même que, malgré tout, cette phase un peu nouvelle de Donjons et Dragons, ce renouveau, via entre autres les séries The Big Bang Theory ou Stranger Things, ont mis un peu au goût du jour Donjons et Dragons, et entre autres avec cette 5e édition qui est sortie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du fait que c'est démocratisé ? La démocratisation et surtout le fait que on ait beaucoup de versions qui sont quand même beaucoup de fois la même chose. C'est un peu l'esprit Fast and Furious. C'est vraiment, on en sort plein, mais on a toujours à peu près la même recette qui fonctionne pour pas choquer les gens, mais pour autant, on vend toujours le même truc. Moi, je trouve qu'il y a quand même des grosses différences assez notables d'une version à l'autre de Donjons et Dragons. Et c'est pas pour rien que certains rôlistes préfèrent rester sur leur version préférée de Donjons et Dragons à eux, quitte à parfois en faire même des spin-offs et continuer à jouer avec plutôt que de passer sur les suivantes. Il y a des guerres de clochers entre les différentes éditions, ce genre de choses-là ou... Ouais, oui, clairement. Après, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu. Est-ce que. C'est qui C'est Wizard ou. Wizard of the Coast. Est-ce qu'ils s'essayent pas juste de faire la recette parfaite à chaque fois? C'est genre. La dernière fois, on a fait une version, elle s'est moins bien vendue. Peut-être qu'il faut qu'on change ça, qu'on bouge ça, Clairement. qu'on fasse ça. Clairement, la version 4 de Donjons et Dragons Ça va marcher, quoi. a été une, Voilà, il y a eu Ouais. des Pas grosses polémiques. pas une très bonne réussite. Il y a des versions de Donjons et Dragons qui ont mieux marché que d'autres. Essentiellement 3.5, qui est quand même la version la plus jouée de Donjons et Dragons quasiment, avec la version 5 actuellement. Je pense, ouais. Je vais pas aller- Non, mais Avance complètement, mais c'est pas très clairement, à part les fanatiques des très vieux temps, hein, voilà, 3.5 c'est un peu ce qui a surdominé le marché pendant très longtemps, vu que en fait beaucoup de personnes ont craché sur la 4, et que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à voir les mouvements séparatistes type Pathfinder, tout ça. mouvement séparatiste. J'aime bien. C'est clairement non, hein, je suis désolé. Il a dit que ce serait politique. Hein. Les mecs qui quittent le navire pour aller faire une copie de l'autre jeu,
mais en un peu mieux parce que ça leur convient mieux. C'est ce que j'appelle un bon séparatiste. Moi, c'est un peu compliqué, point de vue. J'adore la version 5 de Donjons et Dragons, mais je trouve vraiment les autres versions imbouffables. Donc, très compliqué. À quel niveau tu trouves un En bouffon? termes de règles, c'est vraiment. Je me souviens qu'on se prenait la tête, entre autres sur Pathfinder, auquel j'ai beaucoup joué, ce qui compte pas du coup, mais bon. Moi, qui compte quand pas, même- parce que c'est plus ou moins la version 3.5. C'est à peu près la version pour toi, ça. Et vu que tu Donc, parles que des règles et pas en des termes de univers, règles, la magie est quand même. Mais un univers à AD&D. Alors, il y a plusieurs univers. Voilà. Univers, voilà. c'est ça. C'est surtout ça. Pour moi, c'est une boîte à outils C'est ça. Ouais, une boîte qui à outils. sert à explorer des univers c'est-à-dire pour les développer. En l'occurrence, Pathfinder vient avec son propre univers. Voilà, oui, les royaumes oubliés pour les plus anciens. C'est Oui, ça. bah, moi, j'ai Midnight, c'est un univers de D&D d'origine. Mais Ah là Ouais. où, tu vois, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant d'éditions différentes de Donjons et Dragons qui existent. Parce que là, on ne parle même pas des bouquins de scénario. Si on compte les bouquins de scénario, les extensions, tout ça, en termes de nombre de bouquins vendus, c'est absolument n'importe quoi. Il y a une explication commerciale aussi. Oui, C'est c'est ça. un mais discours. Est-ce que par Mais est-ce que du coup, c'est pas simplement juste pour nous vendre la sauce Donjons et Dragons, quoi. Et je pense qu'il ne s'adresse pas forcément. En fait, je pense qu'il ne doit pas y avoir tant de jeux. Je me trompe peut-être. Hein. Et Coral pourra peut-être me corriger, parce qu'il a peut-être une meilleure connaissance que moi là-dessus. Il n'y a pas tant de maîtres de jeu qui doivent acheter toutes les versions. Je pense que le but, c'est de séduire les maîtres de jeu qui veulent se lancer à un moment précis dans D&D, qui se disent ah bah tiens, je vais me lancer dans D&D, et ils vont acheter probablement toute une version progressivement, et une fois qu'ils l'auront acheté, il y a peu de chances qu'ils achètent celle d'après entièrement. C'est un petit peu ce que je pense aussi. Ou alors ils prendront peut-être plusieurs années plus tard une version bien plus tard. Quoi, Voilà. qui change Mais- énormément. Ça fait c'est Mais très coûteux. hein, ils vont évidemment, peut-être je pense. prendre une ou deux versions. Les rôlistes habitués à d'anciennes versions de Donjons et Dragons vont rester sur leur version fétiche, à moins qu'ils ne voient vraiment un vrai intérêt dans la nouvelle version. Et dans ce cas-là, c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Alors moi, pour côtoyer un peu des gens très très fanatiques de Donjons et Dragons, ce que j'en vois plutôt, c'est que c'est des gens qui ont leur version avec laquelle ils ont commencé à jouer, qui leur convient bien, qui à chaque fois ils rachètent la nouvelle édition en se disant il y a des nouveaux trucs, des nouveaux machins, Et ils la et revendent. que, en fait, très souvent ils sont en mode ouais, mais la version à laquelle je joue elle est mieux. Surtout parce qu'ils la connaissent. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est bien. Bon, après, s'ils ont envie d'acheter la nouvelle édition, Après, grand bien la face. Après, ils achèteront pas plus de suppléments de cette édition-là si jamais ils se rendent compte que ça leur compte. Ils préfèrent en fait celle-là. je sais que nous, c'est un truc qu'on a beaucoup fait, entre autres à Shadowrun, où moi je suis passé à la version 5, si je dis pas de bêtises. Et à L5K, on est passé à la version 4 alors qu'on jouait sur la 3. Où c'est vrai que, bon, en fait, ouais, c'est surtout en termes de. Tu veux du contenu annexe, mais vu qu'on en fait plus sur ta version, t'es obligé de passer à la version d'après. Mais c'est pas grave parce que le contenu annexe qui est en rapport avec du lore, tu peux toujours l'acheter d'une version à l'autre. Ouais, mais après, t'es obligé Si de c'est- réadapter si les règles sont trop Alors, éloignées. C'est vrai qu'ils sont très Moi, éloignés, c'est- j'ai pas l'impression qu'elles soient très C'est marrant, on avait la même discussion avec les figurines l'autre jour avec Fenris. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à concevoir les gens qui ont épuisé entièrement toute une gamme de jeux de rôle, à tel point que si on arrête de sortir des suppléments sur cette gamme, ils se retrouvent le bec dans l'eau et ils soient forcés, entre guillemets, de passer à l'édition suivante. Il y a tellement de campagnes, de suppléments qui sont sortis pour des jeux tels que les jeux à édition répétitive, là, Shadowrun, Légende des 5 Anneaux, Donjons et Dragons. Il y a tellement de trucs qui sont sortis, il faut avoir une quantité de temps phénoménale pour avoir tout épuisé, je trouve. Je suis assez d'accord. Tu vois, après, c'est un peu le débat. C'était le parti pris d'Anima, qui est, attention, un jeu très controversé. Mais sur leur bouquin d'extension, ils ont fait des bouquins d'extension où ils changeaient les règles de base du bouquin de base sans changer le bouquin de base. Ce qui veut dire que si tu prends les règles de magie du bouquin de base et que tu vas dans le bouquin des extensions, c'est pas les mêmes règles. Ouais. Du tout. Ouais, Ils d'accord. ont tout changé. Ouais. Et en fait, le parti pris est est-ce qu'ils auraient dû sortir une nouvelle version pour sortir une version améliorée parce que le système de règles est imbouffable du bouquin de base, comme dire ce qu'il est. Et donc, est-ce que là, c'est un intérêt de faire une nouvelle version, quitte à dire, voilà, l'ancienne version, bon, c'était notre lancement, là, on fait une version qui est plus jouable, plus accessible, plus dans le bon sens. Et parce que moi, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Si tu fais ça dans ce sens-là, je suis assez d'accord, parce que
c'est de l'optimisation, donc tu viens sortir quelque chose de nouveau, mais c'est pas le ressenti que j'en ai, en tout cas, ni pour Shadowrun, ni pour Donjons et Dragons. Même si j'ai une grosse préférence sur la 5, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui transcendaient par rapport à la 3.5. Bon, alors, des gros changements par rapport à la 4, si. Mais parce que entre la 3.5 et la 4, il y a eu d'énormes changements. Mais entre la 3.5 et la 5, il n'y a pas eu non plus... il y a eu des simplifications, quoi. Ouais. Il y a... C'est essentiellement ça. C'est un jeu de rôle très différent, parce que c'est un jeu de rôle qui a gardé certaines mécaniques centrales, certains éléments centraux, les 6 caractéristiques, les jets de compétences, la classe d'armure, ce genre de choses, les noms des classes iconiques et les capacités iconiques associées. Et sinon, c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible. Et c'était un peu leur stratégie commerciale, je pense, déjà à la version 4, sauf que la version 4, ils se sont un peu plantés. Ils ont essayé de faire un truc plus simple pour le rendre plus accessible à la nouvelle génération de rôlistes. Et bon, ça a moyennement bien marché parce que ça restait, à mon avis, trop compliqué pour les nouveaux rôlistes et c'était pas assez bien foutu pour les vieux. Et là, la version 5, factuellement, ça marche très très bien vu que leur vente explose complètement. Et toute cette nouvelle génération de rôlistes qui a été amenée effectivement par les séries, par la popularisation du jeu de rôle à travers les live streams sur YouTube, à travers certaines célébrités qui commencent à expliquer ouvertement qu'ils font du jeu de rôle. On peut parler de Vin Diesel, j'en sais rien, qui a fait généralement pas mal de l'exemple pubs, principal, mais il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Et ils ont su surfer sur cette vague-là en proposant une nouvelle version très belle, très bien présentée et très simple, très facile d'accès, sans effectivement toute l'usine à gaz qu'était la 3.5. Mais d'un autre côté, la 3.5 a des intérêts que la 5 n'a pas, parce que si tu es un rôliste expérimenté, la version 5 de Donjons et Dragons, t'en as vite fait le tour. Et moi, j'ai trouvé qu'il me manquait des choses que je retrouve quand je joue à Pathfinder, que je n'ai pas quand je joue à la version 5. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que la 3.5, c'est un jeu, historiquement, c'est quand même celle qui a généré l'arrivée derrière de... Peut-être la 3, l'arrivée derrière de systèmes comme Savage World ou le DK System, qui est français d'ailleurs, ou tous ces systèmes D20 qui en fait sont des simplifications rapide de la complexité de la 3.5 qui était très complète et très complexe. Et ouais. Moi, pour m'y être confronté, que j'ai trouvé, c'est une question personnelle, que j'ai trouvé vraiment trop restrictif pour plein de monde, pour plein de classes en fait, où tu choisis, globalement, tu as peu de choix. La 3.5 ? Oui, où tu as des choix qui sont très évidents en termes d'optimisation. Voilà. Et qui motivé dans la 5 qui peut être un peu plus simple. La 5 a moins de choix, clairement. Quand tu crées un personnage dans Donjons et Dragons 5, tu as 10 fois moins de choix de personnalisation de ton personnage que si tu joues à la 3.5 pour Pathfinder. Mais c'est ce qui fait aussi le fait qu'elle est plus simple et plus facile à prendre. Ouais. Pour un rôliste débutant, on va dire, tu le perds beaucoup moins vite. Parce que tu dis, à chaque fois, voilà, là, tu as 2-3 choix dans chaque catégorie pour personnaliser ton personnage, et pas des dizaines et des dizaines à la suite qu'il faut aller chercher dans des suppléments, dans des bouquins. Oui, j'ai trouvé complexe dans la 3.5, j'ai trouvé complexe et je ne me suis pas facilement retrouvé dedans. Tout à fait. Et après, il y a des gens, c'est leur kiff, d'avoir plein d'options et de passer des heures à feuilleter des suppléments pour trouver une combinaison, la combinaison qu'ils voulaient, que ce soit parce que c'est optimisé ou parce qu'ils veulent faire un truc bien particulier et ils veulent faire un personnage unique et ils ne peuvent que le faire en allant chercher des options bien particulières. C'est très orienté combat, non ? Oui. Mais de manière générale, toutes les éditions de Donjons et Dragons sont très orientées. PMT, c'est Donjons et Dragons. Ouais, bien sûr. Juste pour replacer un peu de contexte, a priori jusqu'à la 12e édition, puis l'édition 2,5, ça appartenait à TSR, qui ensuite a coulé, et s'est donc fait racheter par Wizards of the Coast, qui à l'époque avait Magic, et donc qui leur a apporté beaucoup. Donc c'est à partir de la 3e édition
que ça a appartenu à Wizards of the Coast. Donc c'est surtout là où il y a eu une grosse modification, une grosse communication qui a poussé à la 3.5 qui a été mise en avant, vu que c'est la version la plus élaborée. Après, il s'est passé quasiment 10 ans avant la 4e édition qui a été un bon gros flop. Et donc depuis 2014, on a la 5e édition qui contient 21 extensions. Je me souviens quand la 4e est sortie. Alors après, extension, scénario, tout, quoi. Écran de MJ. Ah oui, d'accord, ok. 21. Toute la gamme de la 5e édition, ça fait 21 produits actuellement. On a depuis 6 ans déjà. Ce qui paraît énorme, j'ai l'impression que... Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a commencé il y a quelques années seulement, depuis 2 ans, peut-être 3 ans, ça a commencé vraiment à prendre de l'essor. J'ai l'impression que ça n'a pas décollé direct dès la sortie de la 5e édition. Alors, ouais, la 5e édition, elle a été un peu cafouilleuse, surtout en Europe, du fait qu'il n'y avait pas eu de traduction en français, entre autres, parce qu'ils avaient complètement bloqué les traductions en français, trouvant qu'il n'y avait pas un marché assez important. Puis après, suite à un changement de direction chez Wizards of the Coast, ils ont modifié un peu tout ça, comme c'est très courant en fait. Et entre-temps, ils ont, vu qu'il n'y avait pas de traduction française et que les fans se sont beaucoup plaints, ils ont laissé, je crois, le droit d'utiliser les règles à d'autres éditeurs. Et c'est entre autres pour ça qu'on a eu chez Black Book et chez Agathe Édition, encore, salut Ah non, je me trompe peut-être. Qui ont fait Héros et Dragons. Héros et Dragons. Dragon, le jeu de rôle. Héros et Dragons, c'est effectivement la V5 chez C'est la V5 chez Black Book. Héros et Dragons. Et chez Agathe, on a Dragon, le jeu de rôle. Mais c'est un peu l'enfumade, vu que le changement de direction s'est fait pendant qu'ils étaient en train de produire les bouquins. Ils ont traduit la version 5 entre temps, donc ça a créé un peu de gros flops chez de la concurrence. C'est presque un peu déloyal. Ouais, surtout que j'ai l'impression que dans les 10 dernières années, il y a eu surtout il y a eu aussi Warhammer Fantasy qui est arrivé en jeu de rôle, quoi. Ouais. Qui est pour le coup un gros concurrent parce que, encore une fois, si tu as envie de faire jouer des nains, des elfes, des humains dans un univers un peu Tolkien dans l'esprit, ça marche. Ouais. Je peux le faire. Ouais. Je peux clairement le faire. Après, c'est pas exactement le même univers non plus, hein, donc c'est... T'auras un univers différent, mais quand si tu te mets à la place d'un joueur, un mec qui veut acheter un jeu de rôle et qui se dit je veux acheter un truc d'Heroic Fantasy, quand t'arrivais dans un magasin, je me souviens, quand j'ai commencé le jeu de rôle, t'arrivais dans un magasin, tu demandais de l'Heroic Fantasy, on te poussait plus à acheter Warhammer Fantasy qu'à acheter des D4. Ah ouais. Oui. Ça ne m'étonne pas. Donc je pense que ça a peut-être fait mal un peu à Wizards of the Coast à cette époque-là. Et je suis pas sûr qu'ils aient eu beaucoup de concurrence sur D&D avant ces versions-là. Ils aient eu beaucoup de concurrence. Je sais pas historiquement. Je réfléchis. De vieux jeux d'Heroic Fantasy avant D&D, ou en même temps que D&D 3, 3.5, 3.5. En train de regarder plus ou moins, bon ça parle pas de la concurrence, mais bon a priori... On est d'accord qu'à ce moment-là, c'était la 2e édition de Warhammer Fantasy justement qui venait d'arriver, non Probablement, ouais. Parce qu'il y a eu un très gros changement au niveau des règles qui a simplifié énormément l'ensemble du système de règles de Warhammer Fantasy, qui a rendu vraiment l'ensemble beaucoup plus digeste et accessible à des joueurs qui voulaient s'initier au jeu de rôle. Moi-même, j'ai découvert le jeu de rôle à travers le Warhammer Fantasy première édition en tant que joueur, mais dès que j'ai maîtrisé, c'était de la 2e édition qui m'allait très bien parce que c'était pour moi une boîte à outils efficace dans un univers en plus assez facile à s'approprier puisque c'est un plus ou moins notre Europe médiévale à nous avec de la magie, des elfes et des nains, etc. Non mais tu dois avoir raison, je trouve pas beaucoup d'autres concurrents. Si on reste dans la catégorie assez large de l'Heroic Fantasy, à part Warhammer, éventuellement les différents jeux de rôle qui dans l'univers du Seigneur des Anneaux, Ouais. du genre du RTM, et quelques autres, et à chaque fois moins connus, genre Dragonlance. C'est un univers. J'ai commencé par ça. Et les vieux genre RuneQuest et autres, mais qui n'ont jamais eu le même. Ou qui ont peut-être eu il y a très longtemps, mais plus depuis longtemps la même renommée que Donjons et Dragons. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. On peut voir quand même, en fait, non, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence, je pense, c'est surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence à leur niveau.
Oui. C'est-à-dire que Pas une vraie je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de jeux de rôle différents qu'on peut jouer et qui ont eu entre autres un essor avec des éditeurs un peu plus moins frileux, des petits indépendants qui se sont montés, je pense entre autres à Junku et ce genre de choses. Junku, pardon. Qui ont sorti des jeux de rôle un peu très différents et donc qui offrent de nouvelles expériences. Et c'est vrai que chez les gros éditeurs, malheureusement, si on compte le fait que ceux qui faisaient sans détour s'est fait punir là, dernièrement pour le contenu que tu sur lequel ils n'avaient pas les droits. Ça laisse pas grand monde. Et Edge, qui est c'est ce que j'ai en dit. galère. Si, pardon. Il y a Edge, le premier, quoi, je Il y a pense. les jeux de rôle Conan, Ouais, notamment Conan des 20. Alors, par contre, je pense que vous parliez de la 3ème édition de Warhammer Fantasy, de ce que j'en ai vu, qui est sorti en 2009. Sinon, ça remonte à 2005, la 2ème édition. Oula. Et dans ce cas-là, vous êtes vieux. Non, Warhammer Fantasy 3ème édition, c'est de la merde. Ah bon, d'accord. Donc tu parles vraiment de la 2ème qui date de 2005. Ok, 2005. Deuxième édition. Ça fait 15 ans quand même. Mais un gros changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wizard est premier en vente de jeux de rôle, ou c'est Edge parce que, Alors, ou Fantasy Flight Games, je veux dire. je sais pas. pas. Il faudrait que j'ai des stats précises. Il y a Black Book aussi, qui tombe pas mal, et Agathe Édition, malgré tout, notre petit français qui, même s'il a fait un bon gros flop avec Vermine, en même temps, c'était un peu un scandale. Qui reste. Qui est STRN, ça tient la baraque. On rappelle notre sponsor, évidemment. Malgré les 6 ans de retard de la campagne. Bien sûr, les 6 ans de retard de la campagne STRN. Ah oui, Vermine, c'est un Kickstarter, il y a quand même Toi, tu n'auras pas ton bouquin. Oui, Ah, c'est vrai. Ils sont rentrés en prêt. Ils ont envoyé le bouquin. Sans détour aussi, ça a marché. Moi, je les ai eu. Moi, j'ai participé au financement participatif. C'est pour ça que je dis que j'ai attendu 6 ans pour l'avoir, la campagne. Je l'ai même pas eu pour le coup. J'ai pas participé. Je le sentais pas celui-là. J'ai eu du nez. Mais ouais, c'est vrai que du coup, ça manque de très bons éditeurs sur le marché. En effet, il y a Edge qui a une gamme tellement variée que je pense qu'ils doivent être à peu près les seuls à survivre. En fait, ça appartient à une très grosse boîte américaine. C'est un peu. Qui vend beaucoup de choses. C'est un peu le même. Le même truc que dit Wizard of the Coast, c'est-à-dire que si tu prends Wizard of the Coast pour Donjons et Dragons, je pense que ça fonctionne pas si bien. Si tu prends pour Wizard of the Coast pour Magic, là on discute beaucoup plus. Parce que ça a quand même un peu rien à voir. Je suis encore regarder. Les gros éditeurs, ils s'en sortent. Paizo, White Wolf. White Wolf, ouais. White Wolf, On parle de D&D, Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Sauf que eux, ils changent pas leur système. Du tout. il y a pas de sortie que ça côté White Si, Wolf. si, un petit peu. Non. Le bouquin de la Mascarade 5, toujours le même système. Donc la Mascarade 4. Il y a des petits changements avec quoi. Mais je pensais plus au changement de la V1 du monde des ténèbres à la V2 du monde des ténèbres, où là il y a eu un vrai changement. Ouais. Mais effectivement, à chaque fois, sinon, c'est des changements très très mineurs. Et ça a été racheté White Wolf. Pardon. Par qui? Par Paradox. Le Paradoxe, le constructeur de jeux vidéo. Ouais. D'accord, je sais pas. Qui font des jeux de société et des jeux de stratégie essentiellement. Des mais, jeux de stratégie, on les connaît. Et mais du coup, c'est pour ça. C'est pas Paradox qui a fait C'est pas lui qui fait le l'Empire nouveau Mascarade. jeu de vidéo Peut-être, probablement. Je Oui, vais il y a un- vérifier. Il y a un jeu vidéo, Empire Mascarade, qui est censé sortir. Ou qui a sorti. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est C'est là, en ce moment à peu près. Oui, mais il y en a Oui. un nouveau. Il y en a un nouveau. C'est la suite. La suite, justement. Oui. Europa, Victoria. Enfin, bon, D&D. Qui c'est qui aime bien D&D ici? Tout ça pour vous dire. Ah, ça dépend. Alors, Ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend. Il y a Ouais. une main qui se lève à moitié. Bah, c'est-à-dire Je que. précise pour les Alors, personnes qui Vous donnez mon point de vue personnel. J'aime bien le concept de D&D. J'y ai pas vraiment joué. J'ai dû faire une partie de D&D 4 il y a très longtemps qui m'a pas convaincu, mais c'était pas forcément lié au jeu, c'était peut-être plus lié aux meneurs et aux joueurs. J'ai énormément joué à Pathfinder, mais du coup Pathfinder c'est quasiment D&D 3.5. Je me suis mis plus récemment à jouer à la version 5, notamment parce que c'est ce que j'ai choisi comme système de jeu pour une campagne que je co-mène dans une école avec des ados.
D'accord. Et du coup, c'est un univers qu'ils ont créé eux-mêmes. On a fait une création d'univers avec eux. Et comme leur univers, ça ressemblait à un gros cliché Medfan, mais sympa, hein, mais bon, très très Le basique, quoi. et que ça collait à peu près bien le type de personnage qu'ils voulaient jouer. Voilà, il y avait 2 elfes, un guerrier et un draconien, enfin genre, du coup je me suis dit bon, draconien, il y a des drachéides dans Donjons et Dragons, c'est la même chose. On va utiliser ça comme système de jeu, c'est suffisamment accessible pour que des ados de 13-14 ans puissent apprendre les règles sans trop se prendre la tête et qui s'amusent avec. Et ça passe bien. Ça passe bien en fait. Moi, quand j'avais joué pour la première fois à Donjons et Dragons 5, je m'étais retrouvé un peu blasé parce que j'avais l'habitude de Pathfinder et je me disais que c'était vraiment simpliste et du coup pas très satisfaisant sur l'aspect ludique du jeu. Mais pour des ados ou pour des gens adultes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec des systèmes de règles complexes, c'est parfait. Ça... Oui. Voilà, c'est un produit de qualité. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire des petits bidouillages sur les règles parce qu'il y a certains trucs qui me vont pas parfaitement, mais c'est solide quoi. Tu peux prendre le livre, tu apprends les règles en quelques heures, tu fais la création de personnages dans la foulée et hop, c'est parti. C'est vraiment facile à prendre en main. Alors, je vais quand même donner mon avis sur Donjons et Dragons au passage. Hein, mais, personnellement, moi, dans Donjons et Dragons, je trouve que, à l'heure actuelle, je me trouve bloqué par les règles, en fait, en tant que MJ ou en tant que joueur, parce que j'aimerais que la partie soit plus narrative, j'aimerais que la partie soit plus scénarisée, j'aimerais tout ça. Et à chaque fois, je me trouve bloqué dans les règles, que ce soit en tant que MJ, parce que là, il y a un joueur qui me rappelle que là, il y a telle règle, mais moi, je veux juste que la partie continue, que ça aille plus vite ou que machin. Et du coup, j'ai l'impression que ça casse l'immersion. En tant que joueur, c'est pareil. Par exemple, dès qu'il y a un combat où j'aimerais faire un pas en arrière, je me prends une attaque dans le dos comme ça. C'est quelque chose qui m'insupporte très rapidement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à plus aimer tant que ça Donjons et Dragons. Je sais qu'il y aurait plein de moyens de contourner les choses, mais en fait, ça serait passer un accord avec les joueurs pour dire oui, une grosse partie des règles, On s'en fout. on va contourner. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère passer sur d'autres jeux où il y a moins de règles, où c'est moins compliqué. Par contre, je trouve que vous avez mis le doigt sur un truc qui est très intéressant et dont on n'a pas parlé depuis le début. Et l'âge où on commence à jouer, parce qu'effectivement, jusque-là, on parlait de joueurs avec qui nous on jouait actuellement ou il y a quelques années, ce genre de choses. Mais en général, à notre âge, on est avec des joueurs qui arrivent à peu près à se discipliner, ou on arrive à peu près à jouer correctement avec eux, ou si ça ne matche pas trop, bon, on arrête, et puis voilà. Mais par exemple, l'âge avec lequel ils me jetent la partie, en réalité, les joueurs ils sont pas vraiment disciplinés. Ils sont donc quoi, 12-13 ans? Ouais, c'est 12-14. Et là, en vrai, les joueurs ils sont pas disciplinés. Et le fait d'avoir un vrai système de règles qui est posé, ça permet de les discipliner en fait. Donc en ça, le fait de mettre un vrai jeu de rôle avec des vraies règles posées, ça permet de les discipliner. Et en ça, les jeux de rôle avec des règles permettent de discipliner les joueurs. Et plus tard, si l'envie leur permet d'aller vers plus du narratif, et ils le feront au départ pour leur apprendre ce genre de jeu est peut-être meilleur. Je vais dans ton sens, c'est-à-dire que si on utilise une formule pour faire de la pub, on dirait que c'est le meilleur jeu de société pour engager le jeu de rôle. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si c'est déjà un peu polémique, mais ouais. Ouais, si on veut faire mal à nous, en vrai, je trouve que de très loin actuellement, la version 5, et je reste très précis là-dessus, la version 5 est certainement le meilleur jeu de rôle pour attaquer le jeu de rôle. Parce que c'est un système simpliste, parce que les règles sont pas très compliquées, parce que l'univers est accessible, et parce que me jeter, ça reste relativement agréable, même pour un débutant. Je vois que Seb et moi, on a attaqué sur
un reflet d'acide, le jeu de rôle, une grande qualité, reflet d'acide, qui n'est pas très bon, hein, soit dit en passant. Avec le recul de nos jours, c'était quand même pas brillant. Malgré tout, je pense que ça a forgé beaucoup nos armes parce que on se posait pas trop de questions sur le type de scénario, sur nos personnages, ce genre de choses. On prenait juste du plaisir à créer nos personnages pendant une heure d'étude. Et je pense qu'aujourd'hui, Donjons et Dragons 5, il peut avoir cette force envers des jeunes. Je pense qu'il n'est pas très bien adapté pour des joueurs expérimentés, même s'ils peuvent retrouver le plaisir simple d'une partie de Donjons et Dragons. Entre autres, typiquement, quand j'ai une idée de scénario une idée un peu à la con, j'aime bien faire un petit one-shot Donjons et Dragons, histoire de tester mon idée de scénar, et voilà, on n'en parle plus, on s'inquiète pas des personnages, ça tourne pas bien, je m'en fiche, je veux juste tester mon idée, et voilà. J'ai fait tout un bout de campagne comme ça qui était relativement cool. Donc aujourd'hui je le trouve pas brillantissime, c'est pour moi, sur les dernières versions, plus un monument, mais en même temps, ils ont cette force d'avoir réussi à rallier beaucoup de gens au jeu de rôle, et c'est une force qui est, ma foi, très admirable de nos jours, parce que c'est quand même quelque chose qui était doucement en train de mourir. Il y a eu les gros tournants anti-jeux de rôle, entre autres en France, pendant les débuts des années 2000. On commence Dans les années 90. C'était un petit peu là maintenant. Hein. Oui, mais ça n'empêche que quand j'ai parlé à ma grand-mère de jeux de rôle, elle se demandait où était la chèvre que j'allais sacrifier. Voilà. C'est un peu ça. Le nombre de personnes qui sont persuadées que je fais des réunions sataniques dans mon coin. Sérieux? Ah oui, mais c'est affolant. C'est affolant. En même temps, c'est Moi, pas je leur dis, faux. c'est Tout mon l'animation. BTS, c'était C'est pas mal comment ils tout mon BTS, ça a été ça. Et parce que t'as beau leur expliquer machin, l'incarnation de rôle, soit ça devient du jeu sexuel, soit c'est satanique. Donc vraiment, il y a une image du rôliste qui, heureusement, s'améliore, et je pense entre autres grâce à ça, et peut-être que ce soit Stranger Things ou The Big Bang Theory, c'est des placements de produits, je n'en sais rien. C'est comme la édition ici, personne n'est sûr. Moi je pense que c'est dans l'autre sens. C'est pas Donjons et Dragons qui a créé cette nouvelle popularisation du jeu de rôle. C'est parce que les gens qui y jouaient quand ils étaient gosses sont devenus adultes, ça. et parmi eux certains qui ont de l'influence dans la société, des producteurs de films, de séries, des acteurs, des personnalités, qui ont réussi à rendre le jeu de rôle un peu plus cool qu'avant. Et Wizard of the Coast, avec cette nouvelle version, a sauté sur l'occasion et a sorti un produit qui répond parfaitement à la nouvelle demande de ces nouveaux rôlistes. C'est pas eux qui sont responsables de... Je serais d'accord si tous les jeux de rôle avaient triplé le chiffre d'affaires. Mais, à ce qu'on en voit, Donjons et Dragons, sur ces 5 dernières années, ont triplé leur chiffre d'affaires. Parce qu'ils ont su répondre parfaitement à la nouvelle demande qui Mais c'est ceux qui sont Mais c'est plus pas eux en qui l'ont exemple. provoqué. Mais- Ils n'ont pas provoqué cette demande. Ils y ont répondu parfaitement, mais c'est pas... Ouais, je pense qu'ils ont réussi à avoir le placement. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est brillantissime. Sur la version 5, après, c'est Donjons et Dragons, ça a la saveur de Donjons et Dragons, ça a la profondeur de Donjons et Dragons, c'est ton MJ qui doit faire tout le boulot, quoi. Très clairement... C'est ton MJ qui doit te faire ce boulot. Ouais, à mon sens, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle où les joueurs viennent, ils mettent les pieds sous la table et ils jouent, Ah quoi. non, pas forcément. Complètement. Mais pourquoi plus que dans un autre jeu de rôle? Mais parce que, en fait, à mon sens, c'est vraiment un jeu de rôle de règles d'une part, d'autre part, la profondeur n'existe pas dans le bouquin de base. C'est-à-dire que l'histoire, c'est celle du MJ, et comparé à d'autres jeux dans ce sens-là, je pense que les joueurs ont moins d'impact et ils veulent juste s'attendre à du medfun un peu basique et où ils suivent leur personnage sans aller chercher plus loin. Ma vision des choses, qui n'est pas forcément très Ouais, bien. Ouais, non, je suis pas d'accord. Enfin, j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi c'est différent de Shadowrun. C'est les gens qui veulent du cyberpunk bien basique. C'est pas dire bien basique. C'est pas très bien basique, Shadowrun. C'est des gens qui. C'est du cyberpunk, c'est juste du cyberpunk. Avec de la. On joue de la quand même. de Avec la- le placement de mercenaires, quand même. Oui, sauf placement de mercenaires. Ouais, Ah puis un cyber- Shadowrunner, c'est un mercenaire, en Ouais. principe. C'est ça. Et Et puis, le les nains, joueur de c'est- Donjons Dragons, c'est un aventurier.
C'est la même chose. T'arrives et t'attends à ce que ton MJ te fournisse des runs avec des aventures, pépère, tu mets les pieds sur la table, tu crées ton personnage, et puis semaine après semaine, tu vas avoir un Mais run. t'as pas d'univers qui est Il y a un créé. lore, il y a un univers Voilà. dans Shadowrun, avec un historique, une histoire complexe. Dans Donc, D&D, il n'y a pas de Donjons et d'univers, Dragons, c'est il y en a un plein, plein de mais- règles. Mhm. Et après, ils sortent 15 bouquins d'univers, de choses très différentes, où t'en fais ce que t'en veux. Mais Ah, donc y ce a que pas... tu reproches, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas d'univers Voilà. développé avec. C'est pas vraiment un reproche, c'est juste que pour moi, du coup, quand on te dit on va faire du Donjon et Dragon, tu sais pas ce que tu vas voir. Ça peut être du Midnight, ça peut être du Royaume oublié, ça peut être un truc qui n'a rien à voir. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber, on te dit simplement c'est du Donjon et Dragon. Donc C'est en ça. fait, c'est En le système de règles. En quoi il y a plus de boulot pour le meneur? C'est pas qu'il y a plus de boulot, c'est juste que les joueurs vont pas être dans l'univers Donjon et Dragon. C'est pas un univers. Ouais, je pense que ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si tu fais un donjon, si je dis je vais faire un donjon et dragon, si par exemple, je te dis, fais-moi un background, qu'est-ce que tu fais comme background? Parce que tu connais pas l'univers en fait. Bah, je tente le meneur me l'explique. Et, Oui, et alors- du coup, c'est au meneur de dire l'univers, de dire où est-ce que tu vas être, de dire ce que tu vas faire. Ah, tu veux dire parce que tu es obligé de. Tu pars du principe que tu es obligé de créer ton univers. Du coup, tu peux prendre un univers. Soit tu prends un univers qui est créé, soit tu crées ton univers, c'est pas tant de souci. C'est-à-dire que Donjon et Dragon, tel qu'il est conçu actuellement, la 5ème édition, c'est un bouquin de règles. C'est pas un jeu de rôle en soi. Je sais pas si j'arrive à me faire Avec des exprimer dans archétypes, l'idée. ouais. C'est-à-dire que si toi tu fais un Donjon et Dragon et quelqu'un de l'autre côté de la France fait un Donjon et Dragon, et ben vous pouvez avoir des choses tellement variées, tellement différentes comparées à deux personnes qui font du Shadowrun, tu vois. C'est ce que disait Fenris, c'est une boîte à outils quoi. Une Pour boîte à pouvoir, Je suis bien d'accord, mais du coup, moi, ce qui m'a posé problème, c'est ta phrase de tout à l'heure. Comme quoi les joueurs arrivent à mettre les pieds sur la table. C'est plus de boulot pour le MJ. Ouais. Je vois pas pourquoi. Mais, Je vois pourquoi c'est plus de boulot pour le MJ qui peut tout simplement décider on va jouer dans les Royaumes oubliés. Et là, paf, il a un univers. Il a un univers tout près. Ouais. Oui, mais si par exemple, les Royaumes Unis, mais en soi, un D&D peut être pris comme ça, et tu peux très bien, et pendant des années, il a été pris sans les Royaumes oubliés ou sans Midnight ou tous ces univers. Il a été pris simplement pour faire du portement de trésor, pur et dur. Et ça n'a pas besoin. C'est le travail que du MJ, et après les personnages, les joueurs, enfin, ils doivent avoir particulièrement d'investissement dans ce système-là. Je pense que c'est ce que veut dire Aka. Moi, ce qui m'embête, et je vais le dire, alors pour jouer à Midnight, et en plus avoir passé là, sur Chroniques oubliées, qui est un système des Granailles qui est encore plus léger, c'est que c'est un système des En fait, c'est tout le bonheur du système et la pire chose du système. Vous savez que le système des vins, c'est un système où en fait il peut se passer les trucs les plus drôles possibles sur la partie, les pires quoi, ou les meilleurs, et ça se passe mais sur un jet de dés quoi. Et l'aspect aléatoire des règles est super présent, quoi, omniprésent. Je suis d'accord. Dans le sens où, pour donner un exemple, pour des gens qui n'auraient jamais joué à D&D, donner un coup d'épée, et ben, c'est un des 20 plus, au niveau 1, c'est un des 20 plus 2, 3 maximum. Un des 20 plus 3, vous êtes très bon à l'épée, vraiment très bon. Si vous avez donné un des 20 plus 4, vous êtes vraiment très bon. Hein. Pour dire que vous pouvez faire 5 ou 25. Sur une difficulté de 15, vous atteignez 15 ou 20, imaginons, une difficulté un peu ardue. C'est quand même assez drôle comme situation. Je suis d'accord. L'augmentation de probabilité de réussir que tu as en étant bon dans un domaine est faible et assez négligeable comparé à l'amplitude du résultat que tu peux obtenir. C'est-à-dire que c'est, dans la plupart des cas, la chance ou les circonstances extérieures qui vont déterminer ta réussite ou ton échec, plus que tes propres compétences. Voilà. Et c'est quelque chose qui est encore plus accentué dans la version 5 que dans les versions précédentes, à mon avis. Alors, Parce que dans la version 5, les bonus que tu as sont vraiment... la différence du bonus que va avoir un personnage qui est formé dans une discipline, une compétence, et qui a des bonnes caractéristiques, l'écart que lui va avoir par rapport à quelqu'un qui est moyen ou pas bon est vraiment faible. Quoi. Ça va être de l'ordre de 2-3 points sur un D20. Donc voilà, 2 points, c'est juste
10% en plus, 10% de chance de réussite en plus. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme. Et il y avait déjà un peu ce truc-là présent dans les versions précédentes. Enfin, je pense à 3.5 Pathfinder, mais moins parce que quand tu mettais vraiment tes points dans des compétences, dans des capacités, bah, tout de suite tu pouvais atteindre des bonus dès le niveau 1, tu pouvais atteindre des plus 6, plus 7, plus 8 sur un GD. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire aux MJ qui hésitent à passer, qui cherchent un système de jeu pour faire de l'heroic fantasy. Si vous cherchez un système qui vous permet de faire d'interpréter des situations réalistes, ne prenez pas des points 3.5, 4 ou 5. Ne prenez pas des 20 systèmes en fait. Parce que vous allez vous retrouver. Moi, pour avoir fait une partie il y a pas si longtemps, avec des joueurs qui vont avoir un coup de malchatte de fou sur une partie, et sur 4 heures, qui vont être incapables de vous jeter un des 20 et de faire plus de 4. Et du coup, bah, tout ce qu'ils font, ça échoue. Parce que juste le dé est hypersensible en fait. Ce dé est hypersensible. Après, il y a quand même un truc qu'on prend rarement en compte, c'est que le système est conçu, surtout, je pense, pour être joué entre le niveau 7 et 14. Et c'est vraiment un jeu de rôle où, pour le coup, on peut évoluer, où il y a un impact sur l'évolution, et je pense que du coup, l'équilibre se fait surtout à ce niveau-là, et qu'au début des niveaux, c'est vrai que tes stats ont zéro impact par rapport à ton dé, et que c'est une horreur. Pour autant, c'est un des rares jeux où les règles ne bougent pas de bout en bout, et où même niveau... parce que quand tu arrives niveau 15, ce genre de choses, entre tes objets magiques et tes stats, tu peux très facilement arriver à un des 20 plus 15, tu vois. Bah, forcément, tu gagnes un niveau autant que... Voilà. Un par niveau. Donc à partir de là, Minimum. c'est vrai que ça a plus d'impact sur ce genre de choses, et donc je pense, ce gros problème qu'on a du D20, il vient s'équilibrer. Pour autant, je suis d'accord que, pour moi, c'est une impasse du jeu de rôle. Le D20 est un vrai problème en début de partie, ou alors il faut vraiment faire attaquer ces personnages à assez haut niveau, quoi. Mais le problème va être inverse, parce que quand tu vas arriver niveau 15, tu vas réussir toutes les difficultés moyennes automatiquement. Sauf sur un 1. C'est obligé de se réadapter. Sauf sur un 1. Vu que la difficulté Ouais. moyenne, je crois qu'elle est à 10 ou à 15, je crois. Ouais. Donc tu vas récupérer et réussir tout naturellement. Sauf sur un 1, ce qui est triste, quoi. Je trouve que dans Pathfinder, en tout cas, et donc 3.5, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que le jeu est quand même assez équilibré, et bon, d'une part, dans les bas niveaux, tu vas pouvoir quand même, dans les domaines où ton personnage est fort, faire un peu la différence malgré l'aléatoire du dé. Ça reste quand même assez aléatoire, mais tu sens la différence quand même si tu es formé dans une compétence ou pas. Tu vas quand même réussir plus souvent que tes camarades qui ne le sont pas. Les difficultés augmentent de manière avec les niveaux. C'est-à-dire que les monstres sont calculés pour... Enfin, chaque monstre a un challenge rating, Oui. je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Niveau défi. Niveau de défi, je sais pas quoi. En tout cas, Niveau de péril. Niveau de péril. Niveau de péril, non. Dangerosité, c'est plus. Je sais plus. Pour Ça définir a le niveau de d'importance. difficulté, quoi. Ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose qui permet de... voilà. Et donc tout ce que tu peux mettre en face de des aventuriers, tes personnages, a un niveau de dangerosité, et donc tu le fais scaler, encore un anglicisme. Tu le fais monter graduellement en fonction de leur niveau. Et donc les difficultés des jets pour toucher le monstre, pour esquiver son attaque, sont plus difficiles. Et donc même si toutes tes stats ont augmenté, tu vas pas réussir automatiquement non plus. La problématique, c'est quand même que m'arrête si je me trompe, mais tu fonctionnes avec des bonus définis par tes caractéristiques. Donc maintenant, tu as 18 en force, tu as plus 4 en force, et ce bonus de plus 4 va venir se mettre sur ta capacité à toucher ton adversaire. Ouais. Donc tu vas acheter un des 20 plus niveau plus 4, si tu es niveau 15, tu vas acheter un niveau plus 15 plus 4, ce qui fait qu'un mage, il tapera automatiquement avec une épée à 1 des 20 plus 15, et un guerrier, il tapera 1 des 20 plus 19. Ah, ça va être... Le souci, c'est que, du coup, toutes les classes se retrouvent, à partir d'un certain niveau, à être bon en tout. Non. En tout cas, si on parle de Pathfinder... Non, on parle de DD, naturellement. Ouais, mais Pathfinder, c'est des 3.5. Ouais. Ça revient... Enfin, si on parle des 3.5,
Non, c'est pas le cas. D'accord. C'est pas vraiment le cas parce que la courbe de progression des classes n'est pas la même D'accord. sur toutes les compétences. Par exemple, les classes martiales, exemple très simple, les classes martiales dans D&D 3.5, elles gagnent sur leur BBA, le bonus de base de l'attaque, qui est quand tu vas faire une attaque avec une arme, Ouais. un arc, une épée, le bonus de base ça porte son nom, que tu vas ajouter à ton jeu d'attaque, et par-dessus, tu vas ajouter éventuellement ta force ou les bonus de ton épée magique. Les classes martiales gagnent 1 point de bonus de base à l'attaque par niveau, et les classes non martiales, les magiciens, les prêtres, etc., gagnent ont en gros les 3/4 de leur niveau en bonus de base à l'attaque. Donc la courbe de progression va pas être la même. C'est-à-dire qu'au niveau 9, les classes martiales auront un BBA de plus 9. Ouais. Et non, c'était pas un bon exemple parce que c'est pas divisé par 4. Au niveau 12, les classes martiales vont avoir un BBA de plus 12 et les classes non martiales vont avoir un BBA de plus 9. Et plus le niveau augmente, plus cet écart va se creuser. D'accord. Bon. D'accord, ok, c'est bien technique, mais oui, en effet. Et là, on comprend pourquoi la 3.5 et Pathfinder, C'est ça. c'est quand même un chouïa prise de tête et compliqué, parce que là, Ouais. je viens de passer déjà 5 minutes à expliquer juste une stat. De toute façon, je pense qu'on se fera quelques sujets sur les règles, il y a beaucoup de choses à dire. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être de vous remercier. Voilà. Le chat vous remercie. Merci d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à venir nous écouter partout ailleurs. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.